Et coucou Booktube, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur le prix Audiolib 2024. Vous pouvez toujours aller voter, donc n'hésitez pas, les 5 finalistes sont en ligne. Moi je viens vous présenter toute la sélection aujourd'hui et vous donner mes avis. Et je vous dirai à la fin lesquels sont les 5 finalistes. Ou si j'oublie, je vous mettrai en barre d'infos quels sont les 5 finalistes et le lien pour aller voter. Donc moi je vous les présente aujourd'hui, j'en ai 8 en présentiel, j'ai envie de dire, en matériel, et il y en a 2 que j'ai eu que en version dématérialisés. Mais c'est pas grave, je vais quand même tous vous les présenter. Surtout que les 2 dématérialisés sont parmi les meilleurs à mon sens. Donc on va pas s'en passer. Donc je vous présente tout de suite les 10 livres et je vais faire un 10, 9, 8, 7, 6 pour arriver au meilleur à la fin. Je vais commencer par les derniers de mon classement. C'est subjectif et ça n'engage que moi. Pour finir par mon top 5 et mon top 3 et mon grand gagnant à mon sens, qui j'espère gagnera parce qu'il est dans le top 5 finaliste et que du coup je vais vous inviter à aller voter pour lui. Enfin, allez surtout voter pour le livre que vous avez préféré. N'hésitez pas à aller lire, écouter cette sélection parce qu'elle est vraiment grandiose. Donc, je vais commencer tout de suite par le livre qui est au top, qui est le numéro 10 de mon classement. Faut savoir que les 3 derniers livres ne m'ont pas... Enfin, les 10, 9 et 8 que je vais vous présenter, voilà, ne m'ont pas enjaillé plus que ça, on va dire. Néanmoins, vraiment ce 10e, un peu comme l'année dernière, il y a toujours un livre qui passe complètement à la trappe pour moi. Ben, c'était celui-là. Voilà. Néanmoins, je vous invite à aller le lire si c'est votre style de lecture parce que je pense qu'il peut plaire. C'est juste qu'avec moi, ça ne l'a pas fait. Il s'agit de Hervé Lecor, Traverser la nuit. Il y a encore le film Plastique parce que je les ai eus sur NetGalley, hein, donc je les ai écoutés. Euh, ce livre, je ne saurais même pas vous le résumer. Et je vais pas bien vous en parler, donc juste si vous aimez les polars, allez lire le résumé et s'il vous plaît, lisez-le. Mais peut-être que la version audio n'a pas aidé dans ce cas-là. C'est assez rare en général, les audios m'aident du coup à écouter des livres que je n'aurais pas forcément lus en papier. Là, le gros hic pour moi de ce livre-là, c'est que c'est beaucoup trop brouillon. Et donc, du coup, en version audio, si vous n'êtes pas super concentré, enfin, faut suivre le fil en fait. Et il y a une espèce de truc où je trouve qu'on perd très très facilement le fil, malheureusement. Parce qu'on passe d'une scène à l'autre et des scènes qui n'ont pas lien entre elles, ou en tout cas, au début du roman, on ne sait pas quel est le lien entre elles, et on passe d'une histoire à une autre parce qu'il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent. On avait un peu un livre comme ça l'année dernière, mais que j'avais un peu plus facilement suivi. Là, cette année, celui-là, j'ai pas du tout réussi à suivre. Il m'a perdu en cours de route. Néanmoins, j'ai a priori assez bien aimé la plume de l'auteur, si ce n'est que ça m'a paru très fouillis et brouillon. Mais je pense que juste, je l'ai pas lu au bon moment, c'était pas pour moi. Voilà, je remets pas trop en doute la plume de l'auteur, si ce n'est peut-être le seul truc qui me pose question, c'est est-ce que vraiment ce livre-là est très adapté à la version audio? Enfin, est-ce que l'audio est très adapté à ce type de livre? J'en suis pas la plus persuadée, mais après, moi, vous savez que les livres audio, c'est assez particulier dans mon cas, je fais plusieurs choses en même temps, j'ai des troubles de l'attention, donc peut-être que c'est juste aussi le genre de format qui n'est pas fait pour moi, les histoires qui s'entremêlent à l'audio, peut-être que en général j'arrive à suivre, mais là sur celui-là j'ai pas réussi. Donc pour moi c'est un flop, clairement, je ne rédigerai même pas mon avis sur Instagram parce que je peux pas vous en parler de ce livre. J'ai fini par écouter en diagonale, je vous le dis honnêtement, parce que j'étais pas happée du tout par le truc, donc je serais même pas vraiment vous donner un avis dessus et ça sera un avis biaisé parce que j'ai pas vraiment lu de A à Z en étant concentrée, j'ai pas été happée. Voilà, donc pour moi c'est un flop. Ça ne veut pas dire que le livre en lui-même est un flop, c'est juste que ça ne l'a pas fait pour moi. Hervé Lecor est, paraît-il, un maître du polar. Donc si vous avez jamais lu l'auteur,
Voilà, je vous invite à le découvrir parce qu'il a l'air de bien écrire, parce que je pense que si tout s'entremêle, c'est pas pour rien, mais juste ça l'a pas fait avec moi. Je peux pas vous en dire plus parce que juste ça l'a pas fait avec moi quoi. Et c'est assez hard, j'ai trouvé des scènes à un moment donné, sauf qu'à un moment donné on quitte cette scène et on va sur totalement autre chose. Et en fait moi j'étais en mode waouh, il se passe un peu trop de trucs. Et il y a des scènes qui sont assez difficiles, pas assez difficiles psychologiquement je trouve. C'est vraiment une plongée dans une nuit, traverser la nuit en même temps. Mais fou, ouais, c'est peut-être que je l'ai aussi pas lu au bon moment. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça l'a pas fait pour moi. Ensuite, en vrai, en huitième et neuvième place, elles sont au coude à coude. Je dis elles parce que ce sont des autrices. J'ai Les gens de Bilbao naissent où ils veulent de Maria Larrea et La Louisiane de Julia Mali. Je vais commencer par celui-là. Parce que c'est le dernier que j'ai terminé. Il est plus frais dans ma tête, on va dire. Alors, ce livre-là est bien écrit et je vous le conseille. Néanmoins, il peut paraître un peu long, un peu lent par moment. Et c'est ce qui fait en fait qu'il se retrouve en bas de ce classement parce que globalement dans les autres livres il se passait pas mal de choses. Et une petite déception à son propos parce que j'en attendais plus. Donc ce livre-là, donc voilà, je peux un peu plus vous le résumer parce que voilà. De toute façon, et derrière il est écrit trois femmes, une terre impitoyable, une histoire oubliée depuis des siècles. Donc en fait on est à Paris en 1720, on commence, on est à la Salpêtrière et en fait des femmes vont être choisies pour être envoyées en Louisiane. Vous savez, c'était cette vague de colons français, françaises en l'occurrence, qu'on envoyait un peu pour voilà, coloniser, pour se marier avec les locaux et tout ça parce que des accords politiques, voilà. Sauf que bien évidemment, on va pas, les gens ne sont pas volontaires, donc on va envoyer des femmes un petit peu en les forçant et notamment en les sortant des hôpitaux psy et de prisons, en gros, dans l'idée. Et donc là, on va suivre des femmes qui ont eu un destin déjà un peu fou, un peu tragique souvent. Et on va les suivre arriver en Louisiane. Sauf que le titre de ce livre, c'est La Louisiane. Et ben, j'en ai pas appris beaucoup sur la Louisiane. Donc, je suis déçue. Je m'attendais à ce qu'on ait plus d'infos. En fait, avec ce livre-là, j'en ai pas appris beaucoup sur l'histoire. Alors oui, parce qu'on suit j'ai envie de dire les tragiques, les, euh, les trajets de vie de ces trois femmes qui sont en soi un petit peu tragiques, quoi. Euh, et donc, on est immergé dans la Louisiane, mais en même temps sous leur regard, mais en même temps on n'en apprend pas. Je sais pas comment dire. Je vous dis pas que ce livre ne vous en apprend pas du tout. Et l'autrice a fait des recherches de fou pour que ce soit le plus vrai possible, le plus ressemblant à ce qui s'est vraiment passé. Donc je n'émets aucun doute là-dessus et voilà. Le seul problème, c'est qu'en fait, je m'attendais à plus. Voilà, donc c'est peut-être dû à mes attentes. Mais il faut savoir que ce livre, en audio, il fait tout de même 12h45, donc 13 heures en gros hein, d'écoute. Ben, je m'attendais à plus. Plus de découvertes, plus de... Voilà, donc c'est un bon roman. Mais selon ce que vous en attendez, ça va pas forcément satisfaire votre curiosité. Voilà. Et un peu trop lent, un peu trop long par moment, ce qui fait qu'il y a des moments où j'ai décroché et j'avais pas forcément envie d'y revenir. Et ah oui, et je sais pas si c'est l'audio qui a fait ça, si c'est mon peu de concentration qui a fait ça, ou si c'est la manière dont c'est écrit, mais j'ai trouvé par moments qu'on perdait le fil, qu'on savait plus vraiment quelle héroïne on suivait. Enfin, il y a quand même beaucoup de personnages et waouh, en audio, faut suivre quoi. Je pense qu'en papier, c'est le genre de truc où vous mettez une couleur par personnage, ou pour ceux qui aiment bien se faire une petite fiche personnage, je pense que c'est pas mal pour ce genre de livre. Soyez prêts. Ayez les post-it et les stylos. Voilà, mais c'était un bon roman. Il est à la fin de mon classement parce que juste les autres étaient meilleurs. Mais il y a des choses qui m'ont pas complètement convaincue, on va dire. Voilà, ça n'empêche que je vous le conseille si vous aimez ce genre de livre et que j'en ai vu des belles critiques. Néanmoins, je sais que dans les filles du livre du prix Audiolib, plusieurs ont pensé comme moi sur le manque finalement
d'immersion dans la Louisiane. Pourtant, on y est, hein, mais je sais pas, il y a peut-être pas assez de descriptions, il y a peut-être, je sais pas, il m'a manqué quelque chose. Mais c'est un bon roman, je tiens à préciser. Ensuite, ce livre-là, bon, ils sont à peu près tous les deux à égalité parce que ils ont tous les deux leurs points positifs et leurs points négatifs. Sur celui-là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est court. Et les gens de Bilbao naissent où ils veulent, qui est écrit par Maya Larrea et lu par elle-même. C'est une autobiographie, je pense, en tout cas. C'est dans cette idée-là que j'ai. En fait, enfin, elle raconte pas trop si elle raconte sa vie. Euh, mais surtout celle de ses parents. Parce que si je me trompe pas, hein, c'est biographie, autobiographique. Et en fait, on est en gros plus ou moins sur ce qui se passe à Bilbao dans les années 40 en Espagne et sur ces enfants qui étaient un peu dont on faisait un peu ce qu'on veut. Euh, et je peux pas trop vous en dire plus. Euh, Parce qu'il faut le lire. J'ai pas envie de vous spoiler, c'est peut-être dit dans le résumé, mais il est assez court parce qu'il fait que 4h16. Donc voilà, mais on est sur une quête de soi, une quête de ses origines, de l'histoire de ses parents, et c'est très bien écrit, faut dire ce qui est. Néanmoins, pour moi, c'est par moments peut-être justement un peu trop vrai, un peu trop brut de décoffrage, j'ai envie de dire, un peu trop claquant, pas clinquant, attention, hein. Un peu trop, voilà, il se passe quand même pas mal de choses. Et en même temps, il y a des moments où il se passe pas grand chose. Je sais pas comment dire. Parce que on a l'histoire de ses parents. Et en fait, bah, moi, j'étais pas plus intéressée que ça. Voilà, il y a un moment où, en gros, elle nous raconte sa vie. Voilà, un peu bah, cash, un peu machin. Mais bah, en fait, cette histoire, voilà, je l'ai lue parce que je l'avais dans le cadre du prix. Mais si vous voulez, je pense que ce roman est important parce qu'il raconte une réalité, je pense, qui a été ignorée et mise de côté, mais qui est important à dévoiler et à raconter. Néanmoins, moi, voilà, l'histoire ne m'a pas plu plus que ça, tout simplement. Je dis pas que c'est un mauvais roman, comme l'autre, c'est un bon livre, mais à vous de voir si vous avez envie de lire ça ou pas. En fait, l'héroïne va être, suite à un tirage de tarot, donc un truc complètement what the fuck, à la recherche de, en gros, son frère perdu et va être à la recherche des informations sur ses origines. Je peux pas vous en dire plus, mais voilà. Et en fait, c'est assez poignant et en même temps, voilà, moi c'est pas peut-être pas ce que j'avais envie de lire là ou en tout cas voilà. Donc c'est pour ça qu'il est en bas de ce classement. C'est bien écrit, c'est bien lu, mais moi pas spécialement emballé en gros. Ensuite, on passe à le haut du classement. Ce livre est le septième, mais tous les livres au-dessus m'ont plu, vraiment plu. Donc ça vous donne une petite idée. Donc j'ai mis Perspective de Laurent Binet. C'est un polar historique. C'est un polar historique. On est à Florence en 1557 et un peintre est retrouvé mort. Un peintre connu, Pontormo. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas Pontormo, même si je connais les gens qui tournent autour de lui. On a notamment le vieux Michel-Ange qui fait des petites apparitions dans l'histoire. Donc c'est un polar historique épistolaire qui se prête parfaitement à l'audio. Je tiens à le dire. Je ne sais pas à l'écrit comment il est, mais à l'audio, c'était vraiment bon. Les lecteurs et lectrices sont vraiment bons. Et il y a un suspense, il y a une histoire qui est vraiment intrigante. On a envie d'en savoir plus. Pourquoi il n'est que là dans mon classement? Parce que j'ai aimé ma lecture, mais je peux pas vous dire non plus que c'était un coup de cœur.
parce que par rapport aux autres, il n'est pas ressorti. J'ai été contente de lire un polar historique et d'aimer un polar historique épistolaire qui plus est, mais il ne surpasse pas les autres. Mais c'est un très bon livre que je vous conseille si vous aimez la peinture ou vous êtes curieux, que vous avez envie d'apprendre des choses. C'est bien écrit. On a pas mal d'informations. On a aussi des informations historiques sur tout ce qui se passait, un peu les coups d'État par derrière. Enfin, vous voyez les derrière un peu de la politique de l'époque. Parce que peintre et politique étaient très très liés. Donc voilà. Après, c'est pas forcément ce que je préfère comme période historique. Donc c'est peut-être aussi pour ça que... Mais le roman en lui-même est très bien. C'est juste que ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était un très bon roman et j'ai passé un très bon moment avec ce livre audio. Vraiment, j'ai beaucoup aimé les lecteurs, je tiens à le dire. Ensuite, nous sommes à notre 6e livre. Alors, il n'est pas plus haut dans ce classement parce qu'il a un petit peu souffert de sa longueur. En gros, c'est tout. C'est Les yeux de Mona de Thomas Schlesser. Et c'est un roman qui est sorti il n'y a pas longtemps. Si vous le lisez en papier, vous avez toutes les œuvres dans la jaquette, ce qui est une très bonne idée. Moi, il m'a manqué ça dans ma lecture. Pourquoi je vous parle d'œuvres? Parce que on va suivre un grand-père et sa petite-fille. Donc en gros, 52 semaines, c'est le temps qu'il reste à Mona pour découvrir toute la beauté du monde. C'est le temps que s'est donné son grand-père, un homme érudit et fantasque, pour l'initier chaque mercredi après l'école à une œuvre d'art avant qu'elle ne perde peut-être pour toujours l'usage de ses yeux. Donc là, on va suivre d'un côté une petite fille qui est confrontée à des problèmes aux yeux et qui à un moment donné perd la vue momentanément et on ne sait pas trop ce qui va se passer dans l'avenir et son grand-père décide de s'occuper d'elle et alors que ses parents pensent qu'il l'emmène chez la psy tous les mercredis pour être sûr qu'elle n'est pas traumatisée par cette perte de la vue momentanée qui a duré un certain moment et pour anticiper d'éventuels désagréments futurs. En fait, ils l'emmènent au musée. Ils vont faire 3 musées. Ils vont faire bien évidemment le Louvre, ils vont faire Orsay, le musée du Quai d'Orsay, et ils vont faire Beaubourg. Donc ils vont faire vraiment une évolution temporelle et une évolution dans les arts. Et en fait, sur ces 52 semaines, eh ben, on va avoir une œuvre différente. Il faut savoir que l'auteur, il est écrivain, mais il est aussi conservateur de musée ou historien de l'art, quelque chose comme ça. Donc il s'y connaît vraiment bien. Et en fait, on va suivre un petit peu l'histoire de la petite fille, mais on va suivre aussi ses œuvres et la description de ses œuvres, le déchiffrage de ses œuvres et, et tout ça. Sauf que, eh ben malheureusement, c'est un petit peu redondant et répétitif parce que forcément, sur 52 semaines, on a un schéma répétitif qui revient donc à peu près 52 fois. Je vous dis à peu près parce qu'il y a des fois où ça varie un peu, mais globalement, voilà, on est principalement sur des peintures, sur des tableaux, mais il y a aussi quelques sculptures sur la fin. Euh, j'ai beaucoup aimé parce que j'aime l'art et j'aime en apprendre un peu plus, et on a vraiment le regard de l'historien de l'art sur ces œuvres-là et le regard de la petite fille un peu innocent qui décrypte et qui comprend assez vite les choses. Et on a l'histoire de cette petite fille qui est très intéressante quand même à suivre et cette évolution de cette un peu naïveté, innocence qui n'est finalement pas si ignorante que ça, j'ai envie de dire, et qui comprend très vite les choses. C'est un roman que je vous conseille, peut-être plus à l'écrit qu'à l'audio, même si à l'audio les descriptions sont du coup très sympas à écouter. Et en même temps, je pense qu'à l'écrit, moi, je ne serais pas allée au bout, du fait que ce soit très redondant. Euh, donc à vous de faire votre choix. Moi, je vous le conseille en tout cas parce que c'est vraiment une bonne lecture et c'est très intéressant. Par contre, je vous conseille de le lire en dilettante. Vraiment de vous faire un passage et quand vous avez fini une œuvre et le petit bout d'histoire qui va avec, ben vous faites une pause. En fait, c'est pas un livre audio qu'il faut écouter d'affilée parce qu'il fait quand même 16h40 et que voilà, c'est assez vite redondant et même si on a l'histoire de la petite fille en parallèle,
ça ne suffit pas à enlever cette redondance, même si sur la continuité de tout le livre, ça apporte vraiment un plus, je trouve, que si on avait une simple liste d'œuvres d'art qui sont décrites. Bien évidemment, il y a une histoire qui est très bien construite, mais les œuvres sont quand même les personnages principaux, j'ai envie de dire un petit peu. Euh, donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un livre que je vous conseille en audio, en papier. Voyez ce que vous préférez en sachant ce que je vous en ai dit. Mais le lecteur audio est vraiment vraiment bien. Je ne sais pas si je l'avais déjà eu, mais c'est vraiment mettre en valeur les œuvres à chaque fois par les descriptions qu'il fait. Je trouve qu'il prend les bons tons. Et pour les personnages aussi, il fait très bien les voix, il les joue très bien, il les incarne très bien. Donc je ne peux que vous conseiller Les Yeux de Mona, qui a été une vraie découverte pour moi et sans le prix, je pense que je ne l'aurais jamais lu. Donc c'était une réussite. Ensuite, en cinquième position, je vous ai mis, je vais vous le mettre là parce que je ne l'ai pas en matériel, Peindre la pluie en couleur de Aurélie Tramier. Je vous ai d'ailleurs mis mon avis Instagram là, cette semaine. Je suis un petit peu en retard sur mes avis, je suis désolée, mais je, j'ai un début d'année très difficile, pour ne rien vous cacher. Bref, peindre la pluie en couleur. Bah, peindre la pluie en couleur a un début très difficile aussi. Euh, il résonne un petit peu avec un autre livre dans cette sélection. Ces deux livres-là ont des profils très similaires. Néanmoins, la dernière allumette est pas plus haut. Non, ouais, je vous dis, voilà, spoiler. Le deuxième avec qui je fais un parallèle, c'est la dernière allumette que je vous présenterai un peu plus haut dans mon classement. Alors, pourquoi Peindre la pluie en couleur n'est pas plus haut dans mon classement? Parce que il y a eu des moments un petit peu dérangeants. Enfin, en fait, c'était un bon roman. C'est un très bon livre et je vous le conseille. Néanmoins, moi, il y a un personnage que je peux pas me voir. Alors, vous n'êtes pas censé l'aimer. Je vous dis pas qui, mais un personnage que vous n'êtes pas censé forcément aimer de toute façon. Mais on va dire que la résolution d'avec ce personnage, parce que l'histoire, elle a plusieurs pans scénographiques, on va dire. Est-ce que ça se dit? Des pans scénographiques? Des pans narratifs plutôt? Des fils narratifs? Bref. Et celui-là, la résolution de celui-là, de ce fil narratif-là, ne m'a pas du tout convaincue. Et je suis restée très enragée, j'ai envie de vous dire, contre ce personnage-là. C'est peut-être dû à mon histoire personnelle et à ma manière de voir les choses. Mais non pas que j'ai une histoire similaire à ce livre-là, je le précise au cas où, pour ceux qui l'auront lu, ils vont se poser des questions. Non, non, mais c'est juste que, voilà, juste par rapport à mon prisme à moi, il y a des choses que je trouve pas concevables, ou en tout cas beaucoup trop faciles dans ce livre-là. Voilà. Donc c'est ce qui a fait qu'il n'est pas plus haut dans mon classement. Et il y a eu des petits moments où, voilà, j'étais pas à fond dans le livre. Mais globalement, c'est une très bonne histoire. C'est une histoire de résilience absolument magnifique, hein. Et surtout, ce début est tellement difficile. J'en ai les larmes aux yeux. Il m'en faut pas beaucoup, vous le savez, mais bon, ce livre, il a vraiment un début pas facile. Et même l'héroïne, elle a pas. Voilà. Et c'est beau. L'histoire, elle est belle. Il est pas plus haut dans mon classement parce que je vous dis, je suis restée un petit peu voilà, énervée sur un personnage. Mais ça veut dire que bon, l'autrice est très forte. Mais moi, ce qui m'a dérangée, c'est que du coup, j'ai trouvé, entre guillemets, la résolution de ce fil narratif-là, en tout cas, euh, beaucoup trop simple. Et je pense que dans la réalité, ça l'est pas autant. Ou en tout cas, rarement. Et je sais pas, je m'attendais pas à ça en fait, peut-être. C'était un peu trop rapide pour moi, trop facile. Mais sinon, c'est un beau livre et c'est une très belle histoire de résilience. Voilà. Et je pense que le fait que ça soit que cinquième dans mon classement, c'est assez personnel sur mon appréciation de certaines choses qui se sont passées dans le livre. Mais clairement, c'est un très bon roman et je vous le conseille. Et on a tout eu globalement de très beaux avis dessus. Ah oui, et le fait aussi qu'il ne soit que cinquième, c'est que globalement, j'ai vu venir les choses. C'est-à-dire que rien ne m'a vraiment surprise, si ce n'est cette résolution de fil narratif beaucoup trop rapide pour moi, mais qu'en même temps, j'ai un peu vu venir quoi. Enfin, j'ai vu venir la problématique dans ce fil narratif-là. Et du coup, ça m'a très vite énervée, on va dire, contre certains personnages.
Bref, voilà. On passe au quatrième livre de mon classement. C'est Les Enfants endormis qui prend donc la place au pied du podium. Anthony Passeron, élu par Loïc Gorbery. J'avais l'impression que c'est Anthony Passeron qui me racontait son histoire à l'oreille. Donc j'avais l'impression que c'était lui-même qui lisait. Du coup, ça veut dire que le lecteur, narrateur, a très très bien fait le job. Déjà, je tiens à féliciter ça. Les enfants endormis, ah oui, parce que du coup, peindre la pluie en couleur, je vous ai pas raconté le pitch, pardon. Mais en gros, on est sur une fille. euh, enfin, ouais, l'héroïne principale, on va dire, c'est une femme qui, du jour au lendemain, se retrouve à devoir accueillir son neveu et sa nièce parce que sa sœur et son beau-frère viennent de mourir dans un accident de voiture. Voilà, donc quand je vous dis que le début n'est pas joyeux, c'était pas une blague. Voilà, mais je vous dis pas la suite parce que euh, si vous voulez aller lire le résumé, allez-y. Et sinon, juste foncez lire le livre directement. Donc, pardon, je reviens à Les enfants endormis d'Anthony Passeron. Ici, on est sur pareil. L'auteur nous raconte une histoire vraie, nous raconte l'histoire de sa famille et notamment de son oncle. Qui en fait est mort quelques années avant sa naissance. Et, et il retombe sur des photos de lui par hasard en fouillant une malle, voilà. Et il va décider de fouiller un petit peu le passé familial et d'en apprendre plus sur cet oncle-là et sur le passé de sa famille. Et il va y avoir deux récits qui vont se croiser, euh, puisque va y avoir la sienne avec le passé de son oncle et donc de sa famille, et va y avoir l'histoire de la lutte contre le sida dans les hôpitaux américains et français, parce qu'en fait, son oncle avait le sida, donc on va suivre cette histoire-là dans l'arrière-pays niçois, et on va suivre en parallèle l'histoire des débuts du sida en France et aux États-Unis, et donc de la recherche. Ce parallèle est assez fou parce que même si je connais globalement cette histoire-là, autant l'histoire des familles qui ont eu des gens qui avaient le sida dans ces années-là, autant sur la recherche, si vous voulez, ce livre-là m'a pas fait découvrir un monde nouveau que j'ignorais complètement. C'est ça que je veux vous dire. Néanmoins, vous êtes en totale immersion dans cette époque-là, donc dans les années 70-80. Ouais, les années 80 quoi. Je sais pas, il n'y a pas l'année exacte, mais... et, euh, et en fait, voilà, on remonte sur la famille de l'auteur et on suit également les prémices des recherches. Et c'était tellement intéressant, tellement bien écrit, tellement touchant, tellement vu avec un œil bienveillant et en même temps un œil assez factuel, mais en même temps, je sais pas comment vous dire ça. Euh, C'était vraiment un roman intéressant. Que vous ayez envie d'en savoir plus sur cette période-là, ou que vous ayez envie de lire un roman poignant et en même temps criant de vérité, puisque c'est une histoire vraie, je vous le conseille vraiment. J'ai du mal à parler de ce livre-là, je vous ai donné mon avis déjà, il me semble, sur Instagram, je sais plus. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce qu'il est bien dosé, parce que tout y est. Et voilà. Je peux pas vous. Alors, c'est difficile quand j'aime un roman. Il est pas plus haut dans mon classement parce que c'est pas un coup de cœur, parce que c'est pas une histoire qui m'a enjaillée au sens positif du terme, ou qui m'a happé de A à Z, parce qu'il n'y a pas un suspense affolant. C'est l'histoire et on la connaît, entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais c'était un très très bon roman. Voilà. Ensuite, on passe à mon troisième livre. Donc ça y est, on est sur le podium. Je ne l'ai pas en papier, je vous le mets là. Il s'agit de Arpenter la nuit de Laila Motley. Ce livre-là est assez fou, surtout quand on sait qu'il a été écrit, enfin que c'est un premier roman, et que si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises, Laila Motley l'a écrit, elle avait 17 ans. Voilà.
Donc c'est vous dire un petit peu la force de ce livre. Il se retrouve dans mon top 3 et globalement tout le monde a aimé. Arpenter la nuit, c'est un roman. Euh, c'est fictif, mais c'est basé sur des faits qui ont existé aux États-Unis. Et en gros, l'autrice a été chercher ces femmes qui ont connu ce qui s'est passé dans les années, je saurais plus vous dire, mais on est aux États-Unis. T'es pas dans les années 90 peut-être, enfin, c'est pas forcément récent, c'est pas forcément très vieux. Et ben voilà, et ces femmes black en l'occurrence, qui ont vécu un peu de tout et qui se sont souvent retrouvées sur le trottoir pour s'en sortir. Et en fait, c'est tiré d'une histoire qui avait fait scandale il y a quelques années, notamment parce qu'une femme était, enfin en gros, elle tournait dans les commissariats de police et il y a cette histoire-là en fait qui était ressortie. C'est difficile de vous en parler de ce roman. Déjà, c'est le premier que j'ai lu. Il était vraiment très très bien. Il est frappant par contre, hein. Enfin, je vous le dis, waouh, vous vous prenez des claques. Mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement touchant. Et même si c'est pas une histoire vraie, c'est tiré de faits qui ont déjà qui ont existé. Et c'est juste une extrapolation. Et on prend un personnage qui aurait vécu voilà ce qui s'est passé. Euh, vous êtes vraiment dans l'ambiance, vous êtes aux États-Unis, vous êtes avec cette fille qui est qu'une fille au départ, qu'une jeune fille, et qui doit juste essayer de s'en sortir parce que son père s'est barré et parce que sa mère s'est retrouvée en prison. Et elle est avec son frère et ils essayent de s'en sortir et son frère pense qu'il va réussir à percer dans la musique et faire carrière et elle se dit que bon bah elle lui laisse sa chance mais en même temps il faut bien ramener à manger et payer le loyer. Et voilà, on est dans un de ces espèces de motels, de résidences comme il y a aux États-Unis, vous savez, avec la piscine là au milieu, la petite piscine, mais dans des endroits un peu glauques, pas dans des piscines 4 étoiles. Et puis à côté d'elle, il y a la drogue, il y a la prostitution, il y a cet espoir de réussir dans le rap et dans la musique. Il y a la police qui est pas toujours clean. Il y a la presse qui dit un peu ce qu'elle veut et qui aime bien. Voilà. Enfin, il y a un peu de tout ça mélangé. Et c'était assez ouf comme roman. Et j'étais happée. J'étais happée par le roman. Et j'espérais qu'une chose, c'est que ça finisse bien pour l'héroïne. Voilà. Et je vais pas vous dire si oui ou non ça finit bien, si on a une fin fermée, ouverte et tout ça, parce qu'il faut que vous le lisiez pour savoir. Ok. Maintenant, on passe à mon numéro 2 qui est la dernière allumette de Marie Vareille. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce roman est pas un coup de cœur, mais c'était une très 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 bonne lecture. Comme peindre la pluie en couleurs, c'est un roman contemporain, c'est un roman qui parle de résilience, c'est un roman qui commence assez mal. Euh, Quoique, celui-là, le début, je sais pas s'il est... Non, en fait, celui-là, on sait pas trop, en fait. On sait sans savoir. Parce qu'en fait, il y a des moments où on retourne dans le passé, euh, donc on ne sait pas exactement en fait. On comprend qu'il y a des choses pas ouf parce qu'on suit l'héroïne qui est très inquiète en fait. Qui est très inquiète, qui sait pas ce qui va se passer et qui ne peut s'empêcher en gros de trembler. Donc on sait qu'il y a un truc qui va pas. En fait c'est ça le début. Mais on sait pas quoi. Et donc en fait on suit Abigail qui vit recluse dans un couvent. Elle a en partie oublié sa vie précédente et elle observe de loin la vie parisienne de son grand frère qui vient la voir, je crois, une fois par mois ou une fois par semaine, non, une fois par mois, je crois, et lui raconte sa vie, lui raconte ce qui se passe dans sa vie, ce qui lui passe par la tête, ce qu'il en est de sa réalité et de son quotidien. Et en fait, elle, Abigail, elle ne peut rien dire, elle ne peut qu'être témoin de ce qui se passe, mais elle s'inquiète de comment
de quelle tournure vont prendre les choses en fait. Et ce livre-là, il est assez ouf. Il est, à mon sens, c'est aussi un roman sur la résilience. Et c'est aussi un roman sur... alors, c'est que vous le sachiez, trigger warning, sur les violences domestiques. Je tiens à le préciser, faut le savoir. Et ce roman ne m'a pas amené là où je pensais. Voilà. Et en fait, c'est ce qui fait qu'il est aussi haut parce que je peux pas vous dire que c'est un coup de cœur. J'ai pas eu un coup de cœur pour ce roman. J'ai adoré la plume de Marie Vareille dans ce roman. J'ai adoré la manière dont elle nous amène les choses et la manière dont elle nous surprend parce que je vous jure qu'elle vous surprend. Et en même temps, certains disent qu'il y a un truc dans la fin qui est un peu trop facile. Et en même temps, j'ai envie de croire que c'est pas si facile que ça. Je peux pas vous en dire plus sans prendre le risque de vous spoiler. Simplement, lisez-le. C'est un très bon livre de Marie Vareille. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas un coup de cœur. Avec les Marie Vareille, j'ai toujours ce truc de j'aime beaucoup, mais c'est pas un coup de cœur. Il y a toujours un petit truc qui fait que. Et là, c'est le cas encore. Néanmoins, ça a été un coup de cœur pour beaucoup de monde. Et c'est vraiment un livre que je vous conseille puisqu'il est dans mon classement à la deuxième place. C'est un roman qui va vous surprendre et que je vous conseille fortement. Il n'est pas facile par contre, je vous le dis. J'ai pleuré. Jusque-là, chez moi, rien d'anormal. Mais voilà, sachez-le. Faut le savoir, faut en être pleinement conscient en le commençant. Et enfin, mon top 1, mon coup de cœur. Vous n'êtes pas prêts que je vous présente ce livre-là. Vous êtes vraiment pas prêts. J'étais pas prête non plus et à mon club de lecture, elle n'était pas prête. Mon coup de cœur, mon top 1, c'est Gilles Marchand, Le soldat désaccordé. Oui, mon top 1, mon coup de cœur, est un livre sur la Première Guerre mondiale. Ne me demandez pas ce qui m'a pris. J'ai juste kiffé ma life. C'est un roman difficile, hein. C'est un roman difficile, on va pas se mentir. Néanmoins, c'est un roman assez court, il fait 5 heures en audio et je crois qu'il fait 280 pages peut-être. Enfin, il n'est pas très très gros, peut-être même moins. Là, on est à Paris dans les années 20, donc juste après la Première Guerre mondiale. Et en fait, on va suivre un ancien combattant, un petit peu gueule cassée, qui en gros s'est reconverti en détective privé en gros. Et là, il va mener l'enquête pour retrouver un soldat disparu en 1917. Pour mener l'enquête, il va retourner sur les champs de bataille, il va retourner sur les villes où le soldat a été en poste et retracer un petit peu cette histoire-là. Sur son chemin, il va tomber sur une autre personne dont il va du coup un petit peu suivre aussi les trajets. Euh, parce que... euh, parce que ce livre est un roman de guerre autant que c'est un roman d'amour. Voilà, j'ai envie de chialer en vous disant ça. En fait, l'auteur, il a été très 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 fort dans la description des scènes de guerre, qui étaient atroces, hein. Et en même temps, ça m'a pas trop dérangé, bien que j'écoutais en audio. Et en même temps, très fort pour inclure de la poésie dans tout ça, en fait. C'était... voilà, j'ai envie de chialer, bien évidemment. Voilà, c'est un livre qui m'a bousculé. Il est court, lisez-le. Juste, enfin voilà, ça a été un coup de cœur pour moi. Il est très beau. Vous savez qu'à la base, je lis pas de livres sur la guerre. J'ai commencé à en lire grâce à Karine Pidoki. Et celui-là m'a transpercée. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Il était beau, il était intense et il était d'une poésie sans nom, alors même qu'on parle de la guerre, mais on parle aussi de l'amour et de ces choses un petit peu immuables. Donc voilà, faites l'amour, pas la guerre, et lisez, 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 autant que vous pouvez, et surtout allez lire ce livre. Voilà. Le soldat désaccordé de Gilles Marchand, il est sorti en poche, il est dispo en audio si vous le voulez. Je peux pas vous dire mieux, juste allez lire en fait, parce que vraiment, 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 genre,
je sais pas comment vous dire, mais ce livre mérite tellement d'être lu parce qu'il est beau, quoi. Donc voilà. Du coup, voilà un petit peu tous les livres que j'ai kiffé. Enfin, il y en a d'autres, mais et encore, il en manque deux ici. Mais voilà, j'espère que vous aurez kiffé ce petit classement. Je vous mets en barre d'infos le lien pour aller voter et les 5 finalistes, sachant que je les ai presque tous. Il y en a qu'un que j'ai pas. Donc on est pas mal niveau classement. Et est-ce que moi j'ai été votée? Je ne sais plus, mais dans le doute, je vais y aller de suite. Vous avez encore, je crois, jusqu'au 30 août pour voter. Un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voter. Et si vous n'avez pas encore fait votre choix, n'hésitez pas à aller écouter les livres pour vous faire votre avis. Je vous embrasse, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire lesquels vous font envie ou si vous en avez déjà lu et aimé certains. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.